Donc, juste pour préciser que le webinaire est enregistré, qui vous sera envoyé par la suite. Donc, dès que certaines retouches auraient été faites, donc vraisemblablement dans la semaine. Alors, vous pouvez poser des questions à la fin du webinaire. Il y aura une modération, c'est-à-dire prendre des questions et les poser. Mais en principe, c'est le modérateur qui va poser les questions, qui va reprendre vos questions dans le chat et va les poser au présentateur. Merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup, Ahmed, pour ces clarifications. Effectivement, et il y a, disons, le webinaire qui va être, disons, enregistré. Et nous allons aussi avoir effectivement Michel Ndiaye qui va collecter effectivement les questions. Il faut poser vos questions sur le chat. Et donc, Alain, en fait, de EPAC va, disons, animer en fait, la session. Moi, je vais m'occuper effectivement de la modération. Donc, ce qu'on va faire sans plus tarder, nous allons, disons, aller donc, au niveau donc, du sujet. Alain, est-ce que tu m'entends? Je vais te donner la main, comme ça tu puisses te connecter et puis commencer un peu cette formation sur les mini-grids. D'accord? Je te donne la main de suite, Alain. Oui, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Alain. Oui, très bien. Donc, je suis Alain Tossa, ancien chercheur à l'EPAC, donc membre de l'équipe de l'EPAC qui assure la coordination du projet. Je vais partager mon écran. Euh, Tout le monde voit mon écran? Oui, il faut se mettre en mode diaporama, s'il te plaît. C'est bon? Euh, ok, c'est très bien. Donc, tu peux donc lancer donc, la formation. Et puis, on est là, comme on a dit, on essaie donc de tout faire d'ici 15h45. Voilà, allez, tu as la parole pour dérouler cette première partie OK, qui est en fait la partie théorique qu'on fait. merci. Alors, donc, ce webinaire fait suite au premier qu'on avait donné en février sur les prérequis, les préalables pour le dimensionnement d'un mini-réseau d'énergie propre. Donc, celui-ci est structuré fondamentalement en deux parties. D'abord, nous allons parler des méthodes de dimensionnement des systèmes solaires dans les mini-réseaux. Ensuite, nous allons aborder le cas d'études pratiques donc, du projet Léopard sur le site du centre Songaï à travers un dimensionnement manuel, mais aussi la découverte de deux logiciels, un que vous connaissez certainement déjà, Homer Pro, et l'autre qui a été conçu dans le cadre donc, de ce projet. Alors, en guise de rappel, un mini-réseau, c'est un système intégré de production électrique locale, autonome, et qui sert à desservir un certain nombre d'usagers. Vous avez plusieurs configurations de systèmes solaires. Et ces configurations, notamment, on a le couplage AC, la configuration AC, donc la configuration DC et la configuration AC DC que nous avions déjà vu dans les webinaires précédents. Alors, pour la configuration DC, tout simplement, toutes les sources d'énergie sont connectées au bus DC et permettent de recharger le pack batterie à travers ce bus-là. Donc, vous avez fondamentalement le champ PV qui est relié au reste du système via des contrôleurs de charge. Pour la configuration à bus AC, vous avez les sources d'énergie qui sont plutôt reliées via un bus AC. Et en ce moment, le champ PV est connecté au reste du système via des onduleurs réseau. Et enfin, la configuration AC-DC, dans laquelle vous avez une partie du champ connectée à des contrôleurs de charge et l'autre partie connectée à des onduleurs réseau. Chacune de ces configurations, bien entendu, présente ses avantages et ses inconvénients. Alors, la question que l'on pourrait se poser à juste titre est de savoir comment choisir la bonne configuration et comment dimensionner le système solaire de la configuration choisie. Et enfin, s'il y a lieu, comment améliorer cette configuration
d'un point de vue recherche d'optimum technico-économique. Voilà en gros les questions que nous souhaitons adresser à travers ce webinaire, la deuxième partie donc qui concerne le dimensionnement. Alors, quels sont les objectifs d'un dimensionnement fondamentalement? Donc, je le disais tantôt, c'est d'abord quelle configuration de système solaire faut-il choisir pour satisfaire un profil de charge donné? Nous avions vu dans le webinaire qui précède comment de charge pour une localité pour un besoin donné. Donc, une fois que le profil de charge est établi, quelle configuration de système est adaptée à ce profil de charge? Ensuite, comment dimensionner un système qui garantit une fiabilité technique au mini-réseau et ensuite un compromis appréciable entre l'investissement, le CAPEX, l'exploitation et la maintenance. Alors, les facteurs à considérer généralement dans un dimensionnement sont les conditions environnementales, l'irradiance, la température ambiante notamment. Vous avez le profil de charge, donc qui concerne la consommation et aussi le budget disponible, les technologies qui sont sur le marché. Et ce que l'on recherche dans un dimensionnement à proprement parler, c'est d'avoir un système qui présente une probabilité de perte de charge faible, donc ce qu'on appelle une fiabilité technique, un taux de délestage relativement faible. Ensuite, produit de l'énergie à coût réduit et réduit la quantité émise dans l'environnement. Alors, il y a plusieurs méthodes de dimensionnement, fondamentalement trois grandes méthodes. Vous avez les méthodes simplifiées que nous qualifions aussi de prédimensionnement parfois et qui se basent sur des formules que l'on peut implémenter sur des calculatrices, donc de façon manuelle. Et vous avez des méthodes qui sont un peu plus avancées, notamment des méthodes basées sur des simulations de modèles mathématiques et des méthodes stochastiques probabilistiques. Alors, quelle que soit la méthode, vous avez des entrées, donc les conditions environnementales, vous avez le bilan énergétique et ensuite à la sortie, la taille des différentes composantes du système que vous voulez dimensionner et aussi les critères technico-économiques qui vous permettent de voir si vous avez un bon système ou pas. Alors, le prédimensionnement à travers ces formules simples permet donc d'évaluer les charges, de choisir une configuration de système, de dimensionner les différentes composantes. Et une fois que vous avez dimensionné ces éléments de base, eh bien, vous pouvez vous demander comment le système va fonctionner une fois qu'il sera installé. Donc, vous avez des logiciels qui vous permettent maintenant de finaliser le dimensionnement et d'avoir une idée sur le comportement du système que vous avez dimensionné et d'optimiser ce système en augmentant la taille de certaines composantes s'il le faut, de manière à atteindre les valeurs des critères technico-économiques que vous êtes fixés. Alors, le prédimensionnement, qui, une fois encore, je le répète, est beaucoup plus manuel, prend en entrée des paramètres sur les ressources, le potentiel solaire, vous avez l'irradiance, la température ambiante, et ensuite la demande énergétique qui est évaluée à travers le profil de charge, le choix raisonné d'une configuration. On va se fixer un taux de couverture solaire si vous avez un système, par exemple, hybride, qui va hybrider le conventionnel, le réseau conventionnel avec un groupe électrogène, par exemple, il faut au départ se fixer le taux de couverture du solaire. Ensuite, calculer la puissance crête du champ PV et la taille des différentes composantes avant d'aller vers la section des câbles et le dimensionnement du réseau de distribution et des éléments de protection. Alors, pour l'évaluation de la ressource solaire, on l'avait déjà vu dans le webinaire précédent, vous avez plein de logiciels qui vous permettent donc d'insérer les coordonnées GPS de votre site et donc de télécharger les données météo, d'irradiance,
et d'avoir les moyennes qu'il vous faut pour vos besoins de dimensionnement. Donc, il y a PV-Shift, il y a Global Atlas, il y a d'autres logiciels aussi en ligne que vous pouvez exploiter. Alors, pour la demande énergétique, on en avait parlé aussi lors de la formation précédente. Vous avez la possibilité donc de faire le recensement classique que nous connaissons là pour avoir le bilan énergétique, ou alors si c'est un système qui utilise déjà de l'énergie électrique, vous avez la possibilité de poser un analyseur réseau sur généralement au moins 2 semaines, de manière à avoir le comportement un peu plus précis des charges. Et ensuite, faire de l'optimisation, nous en avions parlé dans la formation précédente, de manière à réduire en amont la taille des systèmes qui seront installés. Alors, pour ce qui concerne le choix de la configuration, alors, ce choix se base sur plusieurs paramètres. L'un des paramètres les plus importants, eh bien, c'est l'utilisation qui sera faite des charges. Si vous êtes en face d'un profil de charge qui est essentiellement nocturne, c'est-à-dire que vous avez 100% d'utilisation nocturne, je donne un cas, c'est par exemple des gens qui vont au service toute la journée et qui n'utilisent leur maison que la nuit. Donc, vous avez un profil de charge qui est exclusivement nocturne. Il est conseillé pour optimiser le rendement de la chaîne énergétique d'aller vers un couplage d'effet. Parce que c'est le couplage d'effet qui donne le meilleur rendement pour une utilisation essentiellement nocturne. Si vous avez par exemple un service qui fonctionne entre 8 heures puis 7 heures pour diurne, donc une coupe de charge essentiellement diurne, il est conseillé d'aller vers un couplage AC. Ce couplage permet donc d'augmenter le rendement de la chaîne énergétique. Donc, suivant les composantes que vous avez et leur rendement, vous avez la possibilité de calculer le rendement global de la chaîne énergétique, de voir aussi votre profil de charge. Et en fonction, comme le montre la courbe ou les deux droites que vous avez sur votre écran, ici, vous avez le rendement global du système et en abscisse, vous avez le taux d'utilisation diurne, donc dans la journée. Vous allez voir que le rendement est faible pour le couplage AC lorsque le taux d'exploitation dans la journée est faible, donc pour une utilisation essentiellement nocturne. Et à partir d'un moment, vous avez le couplage AC qui prend le devant lorsque l'utilisation diurne est importante. Donc, en fonction de l'analyse que vous ferez du profil de charge, vous optez pour une configuration ou une autre. Lorsque vous n'avez pas une maîtrise assez forte sur votre profil de charge, vous pouvez opter pour la configuration AC-DC pour avoir un compromis acceptable. Alors, une fois que la configuration est choisie, on va ensuite dimensionner le champ PV. Donc, connaître la taille ou la puissance du champ. Et pour le faire, il faut se fixer la contribution énergétique solaire que l'on souhaite en fonction, par exemple, du budget. Donc, je veux couvrir 25% de mes charges. Je veux couvrir 30% de mes charges. Et une fois que ce choix est fait, l'énergie utile journalière étant connue, on va calculer l'énergie que le champ PV doit produire conformément au taux de couverture qu'on s'est fixé. Une fois que vous avez fait ce calcul, vous partez donc de là pour calculer la puissance crête donc du champ pour pouvoir couvrir ce besoin EPV correspondant donc au coût à la contribution énergétique solaire que vous souhaitez. Alors, une fois que vous avez obtenu cette puissance crête et que vous avez choisi la configuration, admettons par exemple que vous allez vers le couplage
DC-AC. Ici, on présente ce couplage-là de manière à aborder la plupart des particularités qu'il y a dans le dimensionnement de ce type de système. Donc, pour ce couplage AC-DC, vous devez répartir le champ sur la partie couplée en AC et la partie couplée en DC. En ce moment aussi, c'est généralement l'utilisation d'une qui va vous aider, plus ou moins. Il y a l'utilisation d'une, il y a aussi les ressources financières en présence, parce que vous avez les régulateurs qui vont revenir généralement un peu moins cher que les onduleurs réseau. Donc ça, il y a un petit compromis à faire lié aussi à l'expérience pour décider de comment la puissance crête globale va être répartie au niveau des deux types de couplage. Alors, une fois que vous avez la puissance crête, vous allez maintenant vers le choix de l'onduleur réseau pour le couplage AC. Donc, de façon basique, on va choisir un onduleur réseau qui a une puissance proche, sinon égale à la puissance du champ PV. Il est conseillé de ne pas avoir une puissance du champ PV trop inférieure, une puissance trop basse par rapport à la puissance de l'onduleur réseau, de manière à ne pas avoir un rendement faible. Et aussi de ne pas avoir une puissance du champ qui dépasse de trop la puissance de l'onduleur réseau, parce que ça peut dégrader l'onduleur réseau. Donc, le compromis, généralement, que les gens vont retenir, c'est entre 90% et 110%. Donc, le fameux ratio. Et maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a certains fabricants qui vont vous donner pour l'onduleur réseau la puissance crête maximale. Et donc, vous devez en tenir compte dans le calcul de ce ratio-là. Alors, une fois que vous avez la puissance donc, de l'onduleur, vous avez choisi votre onduleur, vous regardez les caractéristiques de l'onduleur en termes de plage de tension VMP acceptable pour calculer le nombre de modules que vous pouvez mettre en série au niveau de chaque entrée de l'onduleur. Donc, nous rentrons déjà dans la configuration du champ. Vous allez regarder aussi le courant maximal admissible au niveau de chaque entrée. Ça vous permet de savoir le nombre de strings que vous pouvez mettre en parallèle sur chaque entrée. Connaissant le nombre de modules en série et le nombre de strings, vous pouvez calculer la puissance crête réelle de votre champ. Et vous avez donc fini le dimensionnement de l'onduleur PV et celui du champ dans le couplage AC. Vous venez maintenant au niveau du dimensionnement de l'onduleur chargeur. En ce moment, il y a la fameuse règle du facteur 1 qu'il faut suivre où la puissance de vos onduleurs réseau ne doivent pas dépasser la puissance de l'onduleur chargeur. Donc ça, c'est une règle importante, surtout lorsqu'il n'y a pas un fonctionnement en parallèle avec le réseau. Donc, première règle. Deuxième règle aussi, l'onduleur chargeur, généralement, c'est lui qui fait face aux charges. Donc, vous devez le dimensionner de manière à pouvoir couvrir la puissance de pointe de vos charges. Et donc, cette puissance de pointe dépend naturellement des équipements que vous utilisez. Ce sont les équipements classiques qui ne sont pas inductifs, dont vous faites juste la somme des puissances. Mais si vous avez en présence des équipements inductifs, vous êtes obligé de considérer des coefficients de démarrage pour pouvoir apprécier au mieux la puissance de pointe. Et donc, choisir l'onduleur en fonction donc, de cette puissance de pointe. Alors, vous avez fini avec le couplage AC, vous avez fini avec l'onduleur chargeur. Vous allez maintenant au niveau du dimensionnement des contrôleurs de charge. Là, généralement, vous avez quatre contraintes à respecter. Vous avez la puissance crête admissible. La puissance crête admissible qui est une donnée du fabricant du contrôleur de charge et qui doit être supérieure à la puissance crête que vous allez connecter à votre contrôleur de charge. Vous devez aussi regarder le courant en entrée admissible qui doit être supérieur au courant de court-circuit
de votre champ, donc du string ou du champ que vous connectez au contrôleur de charge. Vous devez vous arranger aussi pour que la tension VMP de votre string soit dans la plage de tension VMP admissible pour le contrôleur de charge. Et enfin, le contrôleur de charge étant lié, étant connecté aussi au pack de batterie, il faudrait que la tension DC côté batterie du régulateur soit conforme à votre tension nominale du pack batterie. Lorsque vous respectez ces quatre contraintes, vous dimensionnez donc le ou les contrôleurs de charge pour le couplage DC. Enfin, vous allez au niveau donc des batteries. Ici, il faut juste décider de l'autonomie que le groupe diesel fonctionne en mode à point. Et ça vous permet d'avoir une idée donc sur la capacité du pack batterie avec la formule que vous connaissez tous. Alors, vous pouvez dimensionner aussi le groupe diesel. Ce qui est conseillé au niveau du groupe diesel, c'est fondamentalement le taux de charge. Il est conseillé de ne pas dimensionner avec un taux de charge inférieur généralement à 70%, parce que les expériences ont montré que moins de 70%, vous aurez une consommation énorme au niveau, une consommation spécifique énorme au niveau du groupe diesel. Alors, pour le facteur de puissance, c'est un peu comme une mesure de sécurité pour surdimensionner légèrement le groupe de manière à avoir de la puissance en réserve, la puissance tournante. Ensuite, vous passez au dimensionnement du réseau de distribution. Et ici, l'objectif, c'est d'assurer la distribution de l'énergie produite avec le minimum de perte possible par effet Joule. Donc, on va s'arranger pour avoir une chute de tension la plus faible possible. Donc, il y a par rapport à ça des normes en la matière. Et la norme... Oui, tu peux parler, c'est aller. Tu peux regarder vendredi de 13h à 15h. Oui. Oui, oui. La norme NFC 1500, par exemple, qui fixe à 8% la valeur Ça maximale dépend, de la ça chute dépend combien de personnes de vont tension. venir. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. S'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui parlent en bas là. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Non, normalement, c'est 1 heure en fait, mais avec la prière Allez. de bain. Pardon, s'il vous plaît. Pour cela, Il y en a qui... Pardon, s'il vous plaît, c'est ce qui parle derrière. Allez, je vais préciser. Allez, tu dois pouvoir fermer tu dois pouvoir fermer le micro parce que moi, je ne peux pas. C'est toi qui es... Nous, on doit finir à 14h quand même, si tout se passe. Fatoumata Tunkara. C'est 1 heure de temps, oui. Fatoumata Tunkara. Donc, c'est le 16h. Je ne vois pas Moi, qui parle, donc je ne peux pas. Je vais reprendre, récupérer le statut d'hôte et puis je ferme tous les micros. Donc, à tous les participants, s'il vous plaît, éteignez vos micros. C'est ça. S'il vous plaît, pour les participants, faites attention, parce que quand vous parlez, vous n'allez pas vous en rendre compte. Fermez systématiquement vos micros. De toutes les façons, si vous avez des questions à poser, ce sera sur le chat. Donc, je redonne à Anne le truc là. Allez, OK, on peut continuer? Oui, tu peux reprendre D'accord. Donc, je disais en fait que l'objectif du dimensionnement du réseau de distribution, c'est fondamentalement assurer la distribution vers les utilisateurs avec le minimum possible de perte par effet Joule. Vous avez des normes qui fixent donc les chutes de tension maximales au niveau donc, du réseau de distribution. Par exemple, pour les installations alimentées par un poste de livraison ou par un poste de transformation à partir d'une installation à haute tension, vous avez pour l'éclairage 6% en termes de chute de tension massive et pour les autres usages 8%. Alors, vous devez aussi collecter pour le réseau de distribution
un certain nombre de données qui vont vous permettre, à partir des logiciels dédiés, comme Cadeco, comme Camellia, comme Gilelec, eh bien, de dimensionner le réseau de distribution du mini-réseau. Alors, cette partie théorique étant finalisée, nous allons aborder le cas d'étude pratique qui n'est rien d'autre que l'installation de Songhai, l'installation donc solaire qui a été réalisée par l'entreprise ARES dans le cadre donc de ce projet. Alors, il faut dire que cette installation a été réalisée sur le site de Songhai à Porto-Novo, et ce site est alimenté via un transformateur de 250 kVA, deux groupes électrogènes, l'un de 150 et l'autre de 250 kVA. Et vous avez ces trois sources qui viennent sur un jeu de barre, et vous avez au niveau des charges, trois départs notamment. L'objectif donc du projet était donc d'alimenter un des départs via donc l'installation solaire. Donc, pour pouvoir apprécier la consommation au niveau de ces départs-là, il y a eu une collecte de données qui a été faite, plusieurs campagnes de mesures avec des analyseurs réseau qui ont permis donc d'apprécier la consommation sur ces départs-là. Donc, globalement, vous avez une puissance de pointe qui est autour de 32 kW. Vous avez une consommation journalière qui est de 360 kWh par jour et un taux d'utilisation diurne de 50%. Donc, cette énergie que nous avons pu apprécier sur toute la journée est équitablement répartie sur la journée et la nuit, d'après donc les mesures qui ont été faites sur le site. Bon, lorsqu'on va plus loin, en regardant de façon un peu plus détaillée les différentes campagnes, on voit que le taux varie généralement entre 40 et 60%, le taux d'utilisation diurne. Alors, au regard donc de ces éléments-là, il a été retenu un couplage AC-DC, et pour ce qui concerne les ratios, il a été retenu de faire varier la partie couplage AC entre 40 et 60%. Idem aussi pour le couplage DC 40-60% en adéquation avec la plage de variation du taux d'utilisation d'une que nous avons eu sur le terrain. Et donc, par rapport à ces éléments-là, plusieurs cas ont été évalués. Donc, on a calculé la taille des différentes composantes pour ces cas-là. Il s'agit notamment de 100% de couverture solaire, 15% de couverture solaire, 50% et 25% de couverture solaire. Donc, pour 100% de couverture solaire, avec la formule que vous avez vue tantôt, on a évalué la puissance crête qui est de 148 kW crête. Pour 75%, on est autour de 111 kW crête. Pour 50%, 114 kW crête. Et pour 25%, 37 kW crête. Il y a eu le choix du matériel. Donc, on est allé sur des modules GA Solar de 450 watts crête, des régulateurs Smart Solar 450-200, onduleurs réseau Phonus, Eco et Simbo, et les onduleurs chargeurs Quattro, donc de Vitron. Alors, pour le cas 100%, voilà les résultats de dimensionnement qui ont été obtenus. Donc, ces résultats-là correspondent à 66% pour le couplage AC et 44% pour le couplage DC. Donc, vous avez une puissance 4 de 148, je le disais tantôt, une capacité de pack batterie de 180 kWh. Lorsqu'on passe au cas 50% solaire et 50% donc, réseau, vous avez le couplage AC qui a pris 51% donc, de la puissance crête globale et le couplage DC qui a pris les 49% restants. Donc, vous avez un pack de batterie de 90 kWh. Pour le troisième cas, 115% solaire et 25% réseau conventionnel, vous avez une puissance crête globale de 111 kW crête avec 66%
de la puissance CRED dédiée au couplage AC. Et enfin, donc, pour le quatrième cas, 25% solaire, vous avez une puissance globale de 37 kW pour le champ, avec 52% dédiés au couplage AC. Il faut dire que par la suite, les contraintes budgétaires ont amené au quatrième cas, qui correspond donc à la contribution énergétique solaire de 25%. Donc, vous avez affiché là le local technique, contenu du local technique qui a été installé sur le site de Songhai. Alors, comme je le disais au départ, une fois que le prédimensionnement est fait, on peut se demander quels sont les critères, les performances technico-économiques du système que nous avons dimensionné et comment éventuellement améliorer ce système-là dans la recherche d'un optimum. Donc, plusieurs logiciels sont dédiés à cela. Vous avez Homer, PV6, Respring, PVSol, Sunny Design et le logiciel que nous avons conçu dans le cadre de ce projet MemoGrid. Alors, de façon générale, si nous prenons Homer, vous avez l'interface utilisateur qui est plus ou moins présentée là. Donc, au départ, vous entrez le projet, le nom du projet, vous indiquez le taux de délestage plus ou moins que vous souhaitez avoir, l'emplacement du site pour les conditions, pour les données météorologiques plutôt. Et donc, vous rentrez le profil de charge que vous avez et le type donc de récepteur que vous utilisez, est-ce que c'est du AC, est-ce que c'est du DC? Avec ces éléments-là, vous avez la possibilité donc de choisir les composantes de votre système. Est-ce qu'il y a le réseau? Est-ce que vous avez des batteries? Et quel type de batterie? Est-ce que c'est des batteries au lithium? Est-ce que vous avez un onduleur chargeur? Donc, vous choisissez les composantes de votre système. Vous pouvez mettre aussi les différentes tailles que vous voulez simuler, les tailles des composantes que vous voulez simuler. Et vous lancez la simulation et le quatrième cas qui a été installé, le logiciel vous donne une contribution, un taux de couverture autour de 40%. Vous avez une production annuelle de 52 kWh environ. Et vous avez une énergie perdue qui est produite, mais qui ne peut pas être exploitée d'environ 2884. Et le LCOE qui vous est donné autour de 0,17 $ américains par kilowattheure. Bon, donc, une fois que vous avez simulé ça, vous avez les résultats. Vous pouvez vous demander comment améliorer ces résultats-là. Donc, Homer offre la possibilité de faire varier la puissance du champ autour de la valeur prédimensionnée. Vous faites la même chose aussi pour les batteries, pour les autres composantes, et vous lancez la simulation. Donc, Homer va constituer sur la base donc, des plages que vous lui avez données, plusieurs systèmes qu'il va simuler, et vous donner pour chaque système eh bien, les critères technico-économiques. Donc, vous pouvez, donc, sur la base de ces critères-là, choisir le système qui est le plus indiqué, qui répond mieux à vos attentes. Par exemple, pour notre système, et en se basant uniquement sur le LCOE, ben, vous avez une puissance crête de 40 kW crête au lieu de 37 qu'on avait trouvé et un pack batterie de 0 kWh. Donc, on n'a pas besoin de pack batterie. Vous avez un LCOE qui est plus bas, qui est de 0,15 $ américains au lieu de 0,17. Mais l'énergie perdue est aussi élevée parce qu'il n'y a pas de stockage. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est toujours un compromis qui est recherché à travers ces logiciels de simulation. Alors, nous avons annoncé ça au début. Dans le cadre de ce projet, il a été conçu un logiciel MemoGrid parce que l'objectif aussi du projet, c'est de développer des modèles qui sont beaucoup plus proches des réalités. Nous serons confrontés sur les différents sites où les installations ont été faites. Donc, dans ce cadre-là, le logiciel MemoGrid a été développé pour pouvoir simuler les différents modèles qui seront conçus. Et donc, il se comporte globalement en termes de méthodes
on peut dire que c'est une méthode assez proche de Homer quand même. Donc, vous avez ici la possibilité de choisir les composants, donc de former le diagramme. Et vous avez la possibilité de faire entrer le profil de charge. Et à partir donc du profil de charge, sur chaque composante, eh bien, le logiciel d'énergie, l'énergie qui est perdue, le LCOE, le comportement en temps réel donc, de votre système. Donc, globalement, je parlais du processus qui est comparable à celui de Homer. Donc, et nous avons essayé aussi MemoGrid sur le système donc, de Songhai. Et comme vous pouvez le remarquer ici, nous avons l'optimum toujours avec un pack batterie de 0 kWh. C'est ça qui donne en fait les LCOE les plus bas. Voilà, donc cet outil vous donne la possibilité de simuler plusieurs cas et de pouvoir retenir le meilleur selon donc les contraintes qui sont les vôtres. Donc voilà en gros la présentation qui est faite. La méthode de dimensionnement, on va dire manuelle. D'abord, comment la configuration du système solaire est choisie, quels sont les critères qui permettent donc de choisir une configuration. C'est essentiellement le profil de charge, mais aussi les ressources financières en présence. Et ensuite, une fois que la configuration est choisie, quelles sont les formules qui permettent donc d'estimer la taille des composantes. Donc, nous avons vu la taille, comment on estime la taille du champ PV, comment on estime la taille de l'onduleur réseau, de l'onduleur chargeur, comment on estime la taille des contrôleurs de charge. Et après avoir fait ça, vous avez le prédimensionnement qui est finalisé. Vous passez maintenant dans un outil de simulation qui vous permet donc d'estimer les performances technico-économiques de votre système dimensionné et au besoin donc de faire de l'optimisation en faisant varier les différentes tailles que vous avez obtenues et retenir eh bien, le système qui présente le meilleur optimum technico-économique. Voilà, merci pour votre attention. Je reste disponible pour les questions. Donc, professeur Kébé, je te redonne la main. D'accord. Merci beaucoup, Alain. Si tu peux peut-être laisser le premier diapo pour disons, pour la vidéo. OK, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation sur cette partie 2 donc, du dimensionnement des mini-grids. Peut-être assez rapidement, en 1 ou 2 minutes, je vais essayer de résumer effectivement les différentes parties, en tout cas de l'exposé de Alain Costa. Donc, Alain a commencé par rappeler effectivement les éléments essentiels pour le dimensionnement donc, des mini-grids, à savoir une bonne disposition effectivement des ressources en énergie renouvelable, que ce soit solaire, que ce soit éolienne et autres. Il a donné effectivement des éléments et des outils qui permettent, en fonction effectivement des coordonnées GPS d'un site, de pouvoir accéder à ces informations. Un élément aussi critique qu'Alain aussi a discuté, c'est le profil de charge qu'il faut effectivement adresser parce que c'est un problème extrêmement important. Les logiciels le demandent donc toutes les heures sur 24 heures pour essayer d'avoir effectivement le profil de consommation des villages, ou en tout cas de l'ensemble effectivement des préoccupations communautaires, villages ou maintenant d'activités génératives de revenus. Et une fois que ces informations sont disponibles, Alain effectivement a parlé de l'architecture effectivement de ces mini-grids qu'on peut résumer en architecture complètement donc d'ici, ou bien des architectures assis, ou bien un couplage d'ici assis qu'on voit de plus en plus. Et donc, il a aussi donné effectivement les différentes étapes du dimensionnement. On peut résumer ainsi en une première étape qu'on appelle le prédimensionnement, qui est finalement le dimensionnement manuel qui vous permet d'avoir la configuration technique de base donc, de votre mini-grid, comme ce qu'on a eu à faire dans le cas pratique donc, de Songhai. Et puis après, ça permet donc d'avoir un peu tout ce qui est champ photovoltaïque, tout ce qui est onduleur, tout ce qui est régulateur, tout ce qui est en tout cas l'ensemble des éléments du système. Et puis aussi, en tout cas, si c'est dans le cadre, disons, d'un système, il y a aussi donc la partie réseau de distribution qu'il a abordée.
sans aller rentrer dans les détails, parce que tout simplement, on n'a pas beaucoup de temps, mais il a effectivement orienté par rapport à ça sur les méthodologies qu'on utilise pour pouvoir, en tout cas, dimensionner ce réseau, basse tension, en minimisant les pertes, et puis indiquer quelques logiciels comme Gelec ou bien Kamiko qui permettent de faire un peu ce travail. La dernière partie de son exposé a parlé aussi de ce qu'on appelle l'optimisation, parce qu'une fois effectivement qu'on installe le mini-grid, il faudrait effectivement travailler sur des éléments donc, de sensibilité, à savoir aussi des critères techniques, économiques ou des critères environnementaux qui nous permettent d'optimiser effectivement les mini-grids pour avoir effectivement un prix de kilowattheure le moins cher possible, des mini-grids effectivement répondant à des critères environnementaux et autres. Et en cela, il a introduit donc le logiciel Homer, que vous connaissez beaucoup, mais aussi le logiciel Memory qui a été développé par nos partenaires dans le cadre de ce projet FR et qui peut plus ou moins faire la même chose. Et donc, tout cela a illustré autour donc, des cas d'études de mini-grid installés au niveau donc, de Songhai qui vous a permis effectivement d'illustrer un peu la partie théorique. Donc voilà, en tout cas, merci Alain pour cette partie donc, théorique, que je dirais théorico-pratique, parce qu'il y a un peu cette étude de cas très, en tout cas, illustrative, avec beaucoup d'informations, d'éléments. Je pense que ça va servir, en tout cas, à nos auditeurs d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais donner la main à M. Ababacar Ndiaye, qui, en fait, a eu le temps de suivre, en tout cas, au niveau du chat. Vous pouvez encore en poser assez rapidement, il va faire, disons, la synthèse. Professeur Ndiaye, vous avez la parole pour, en tout cas, nous faire l'exposé des questions qui ont été posées au niveau du chat. Vous permettre un peu à aller de répondre et puis nous tous ensemble, on peut réagir pour, en tout cas, étayer tout ce qu'on est en train de dire sur le dimensionnement des mini-kits. Vous avez la parole, professeur Ndiaye. Je n'entends pas très fortement. Vous pouvez parler? Oui. Pas très fort, hein, en tout cas, à mon niveau. Je ne sais pas vous les autres. Attendez, allez-y. Oui, oui, là, ça s'améliore, mais vous pouvez aussi, si vous pouvez augmenter le son, ça aurait été encore mieux. Allez-y. Voilà, donc je disais que vous m'entendez? Là, c'est bon, on vous capte parfaitement. Donc on va essayer d'aller vite parce que bon, le temps nous est très serré pour nous, surtout M. Tossa qui est pas assez, qui a des contraintes. Et alors, dans le timing, donc, nous avons un certain nombre de questions qui vont, alors, des questions générales jusqu'aux questions techniques. Alors, si on commence sur les questions assez générales, bon, je vais en prendre deux. Par exemple, il y a quelqu'un qui pose la question sur le choix de cette zone. Pourquoi l'installation a été mise, enfin, la mini-centrale a été installée dans cette zone-là? Il y a aussi quelqu'un d'autre qui pose la question pourquoi la plupart de ces types de projets ne sont pas, comment dire, confiés à des apprenants. Voilà. Donc, d'abord, ces deux questions sur les généralités, assez générales, si vous pouvez y répondre. C'est peut-être M. Kébé ou M. Rachid. En fait, oui, effectivement, Babacar, on a vu ces questions. Peut-être je peux, disons, me jeter. Alors, il faut comprendre aussi par rapport effectivement à ceux qui sont introduits par rapport à ces projets. C'est des projets sur lesquels effectivement les gens répondent. Il y a un consortium qui se met en place. Et donc, à travers ce consortium, les gens adressent effectivement la problématique qui est ici, en tout cas, tout ce qui est contrôle qualité, tout ce qui est dimensionnement des mini-grids, en tout cas, de manière générale, l'accès à l'énergie à travers des mini-grids. C'est ça, en fait, qui a été fait en conscience, ce consortium. Alors, je dois préciser dans ce consortium, on a un partenaire quand même qui est entreprise, qui est RS, qui est basé en fait au Bénin, qui a fait un peu ce travail donc d'installation. Et vous allez pouvoir même vous en rendre compte beaucoup plus dans les deux webinaires qui vont venir, parce que ARES sera effectivement partie prenante donc, de ces différents webinaires sur l'installation et la maintenance des systèmes solaires photovoltaïques. Donc, c'est pour dire que c'est un peu le consortium qui a été mis en place et ce consortium s'est distribué les tâches et a fait le travail. Pourquoi choisir effectivement ces lieux? Parce que tout simplement, quand on a adressé en fait cette question, ben, c'était le Sénégal, c'était le Bénin, qui étaient effectivement les deux pays où on a donc des partenaires au sud. Et naturellement, on a travaillé dans ces deux pays parce qu'il faudrait accéder aux données, il faudrait aussi travailler parce que si on vous donne juste la partie renforcement de capacité, il faut comprendre, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans ce projet en termes de réplicabilité. Donc, on est obligé de travailler là où on maîtrise. Mais ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est que tout ce qu'on est en train de faire, vous voyez, on est en train de le partager avec vous pour aujourd'hui renforcer pas mal de personnes.
si vous allez sur le site, effectivement, donc, du projet Léopard, il y a aussi pas mal de guides, d'informations qui sont dedans. Ça qui est le plus important. Voilà, je pense que M. Ndiaye, j'ai pu répondre un peu à ces questions. Peut-être s'il y a Ahmed ou quelqu'un qui peut rajouter quelque chose. Merci beaucoup donc, pour cette réponse. Alors, on a une question sur le productible, en fait, de l'installation, et puis un autre qui demande aussi que faire lorsqu'il n'y a pas d'analyse de réseau, lorsqu'on n'en dispose pas. Quelle est la solution pour pouvoir donc déterminer le profil de charge? Ça, c'est pour Alain. Allez, ouais. Alors, je pense que je vais commencer avec la deuxième question. Elle a été abordée lors du webinaire passé. Lorsque vous n'avez pas d'analyseur réseau, vous avez généralement deux cas en présence. Le premier cas, c'est que l'installation existe déjà, l'installation électrique existe déjà. En ce moment, vous allez auprès des utilisateurs, vous allez recenser les données de puissance des équipements qu'ils utilisent et puis leur demander aussi les plages horaires d'utilisation de ces équipements-là. Avec ces deux éléments, vous allez générer facilement le profil de charge. Ce sera un profil de charge approximatif, mais ça vous donne des éléments pour faire le dimensionnement. Alors maintenant, si vous vous retrouvez devant un cas, le deuxième cas où il n'y a pas encore d'installation électrique, ben, en ce moment, vous êtes obligé de faire une collecte de données sur ce que les gens utilisent actuellement. Je prends par exemple un village qui n'est pas du tout électrifié. Vous avez dans ce village des ménages qui vont utiliser des bougies, qui vont utiliser des lanternes pour leurs besoins en éclairage, qui vont utiliser des lampes torches, qui vont utiliser des piles pour leurs besoins en radio et autres. Vous évaluez ça et ça vous permet donc d'avoir une idée de ce que ces ménages-là, non seulement vont utiliser quand l'énergie va venir, et ce qu'ils sont capables de payer. Parce que vous avez évalué ce qu'ils paient actuellement pour l'éclairage, ce qu'ils paient actuellement pour la radio, pour la télévision. Donc, nous avons vu la dernière fois qu'il y a des méthodes qui vous permettent, en fonction donc, du village en présence, de faire d'abord une catégorisation des ménages et de savoir à peu près ce que ces ménages, chaque type de catégorie de ménage va utiliser. Pareil aussi au niveau des équipements productifs, au niveau des infrastructures communautaires, et vous générez sur la base de ces éléments-là un profil de charge pour la localité. Et donc, une fois que le profil de charge est obtenu, vous dimensionnez votre installation, cette base-là. Ça, c'est la deuxième question. Qui concerne le productible, je n'ai pas la valeur exacte du productible avec les... Je ne sais pas si le professeur Kébé est là. Le productible, je crois qu'on est un peu autour des 150 kWh. Hein. C'est ça. Par C'est jour? Par jour, par ouais. jour. Par jour. Voilà. 105. Hein? 150. C'est ça. Ça varie un Oui, peu voilà. d'un mois à un autre, mais on est autour de cela, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui pose, sur le même grid, je peux répondre de manière globale, c'est-à-dire quelqu'un qui demande comment pouvons-nous avoir accès à l'outil MemoGrid. MemoGrid, donc, est en train d'être développé. Donc, le projet n'est pas encore achevé. Donc, il est prématuré pour nous de le rendre public, mais le but, c'est de développer un outil pour la communauté. Donc, le projet, donc, à la fin du projet, je pense que nous avons cette base de données qui existe et au moment de vulgariser l'outil, je pense que l'équipe de projet ne manquera pas de faire profiter à tous ceux qui ont eu à participer à ces webinaires. Mais aujourd'hui, le projet est toujours en cours, donc MemoGrid est en train d'être éprouvé. Voilà, donc c'est ce que je peux dire sur ce point-là. Si les autres veulent rajouter quelque chose, sinon on part pas. C'est bon. Je pense que c'est bon comme réponse. Et effectivement, c'est en train d'être développé par les partenaires de FR. On est en train de regarder avec eux, effectivement, en dehors, disons, des partenaires du projet, comment donc, les gens peuvent en disposer par une version accessible sur Internet. Donc, mais ça, c'est prématuré pour nous de prendre des décisions. Ben, malheureusement, nos partenaires de FR ne sont pas là aujourd'hui, ils ont une contrainte, mais c'est des choses qu'on va bien noter et qu'on va rapporter à nos partenaires, donc de FR. Merci. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions sur lesquelles nous ne pourrons pas revenir parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'on revienne sur les couplages,
sur les profils de charge qui ont été présentés donc, dans le premier webinaire et le deuxième là, il y a 2 mois. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de vous... Ceux qui n'étaient pas là, on peut essayer de qu'ils se manifestent, on partage avec eux les vidéos. Donc, par rapport à la documentation aussi, tous les webinaires ont été enregistrés et donc le partage s'est fait systématiquement. Donc, pour cela, je pense que le temps ne nous permet pas de revenir sur de manière approfondie sur les éléments de profil de chat et de couplage. Alors, il y a une question qui porte sur est-ce que dans une installation PV, on peut se passer des batteries si nous avons une source comme le groupe électrogène? Alors, ça, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire. Oui, alors, lorsque vous avez à la sortie de votre groupe électrogène une tension stable, vous avez une tension stable, donc vous avez un réseau AC que vous pouvez créer à la sortie du groupe électrogène. Allô? Alain, on t'a perdu un peu. Il y a une petite coupure ici, tu peux reprendre, s'il te plaît. Oui, je dis en fait, lorsque vous ne voulez pas utiliser de stockage, vous allez vers les systèmes connectés réseau. Et donc, la particularité des systèmes connectés réseau, c'est qu'il leur faut un réseau. Donc, avec le groupe électrogène, si vous avez une tension stable, vous créez le réseau à la sortie du groupe électrogène. Donc, à la sortie, vous avez une tension AC de 230 ou de 230 volts, phase neutre. Et maintenant, vous injectez dans ce réseau-là la production du champ PV via un onduleur réseau classique. Voilà. La seule contrainte avec le groupe électrogène, c'est qu'il faut s'assurer que la tension est stable et que la fréquence aussi est dans les plages admissibles par l'onduleur réseau. Sinon, ben, vous aurez un système qui sera tout le temps en train de se découpler en fait, du réseau qui est créé. Donc, c'est possible de créer, d'avoir un système solaire sans stockage avec un groupe diesel qui va créer le réseau. Merci. Voilà, merci, donc, Dr. Tossa. Il y a une question qui porte sur le Bénin, que tu connais bien, donc, on peut la poser, qui demande s'il est possible d'installer un système connecté au réseau 100% voilà, de la consommation énergétique. Bon, alors, moi, je comprends cette question-là de deux manières différentes. La question peut être, est-ce que chez moi, à la maison, je peux installer un système connecté réseau qui va couvrir 100% de mes besoins? Bon. Alors, si mes besoins sont essentiellement diurnes, je n'ai pas de besoins nocturnes. Je prends le cas là. Si mes besoins sont essentiellement diurnes, ben, le système connecté réseau peut permettre de couvrir tous les besoins sans que je n'ai recours à l'injection dans le réseau de la SDE pour le cas du Bénin. Maintenant, si j'ai un fonctionnement classique où j'ai des besoins autant diurnes que nocturnes en ce moment, soit j'ai un stockage que je fais pour pouvoir stocker l'énergie produite par le champ solaire dans la journée et l'utiliser la nuit. Mais si je n'ai pas de stockage dans mon installation, alors je ne peux pas couvrir mes besoins journaliers avec ce système-là si je n'ai pas le droit d'injecter dans le réseau de la SDE. Je reprends. C'est-à-dire si j'ai un fonctionnement classique où j'utilise l'énergie tant dans la journée que la nuit. Deux possibilités pour pouvoir couvrir tous ces besoins-là avec un système connecté réseau. Première possibilité, c'est que j'ai un stockage. Donc, je stocke l'énergie que j'utilise la nuit. Si je n'ai pas de stockage, la deuxième possibilité, c'est que forcément, l'État permet l'injection dans le réseau. En ce moment, j'utilise le réseau comme stockage. La quantité d'énergie que je produis dans la journée, j'envoie le surplus dans le réseau et la nuit, je retire ce surplus-là que je vais utiliser chez moi. Voilà. Maintenant, la réglementation existe en fonction donc des niveaux de puissance pour autoriser l'injection dans le réseau. Mais il faudrait respecter justement qui sont dans cette réglementation-là, que je n'ai pas de façon claire à vous donner maintenant, mais je sais que la réglementation existe et qui autorise des autoproducteurs justement
à injecter à partir d'un certain niveau de puissance dans le réseau donc, de la SDE. Merci. Voilà, alors une question sur le fait qu'aujourd'hui, de nos jours, à part les ressources solaires la plus abondante, on peut réellement exploiter les autres sources éoliennes, hydrauliques pour avoir des systèmes couplés, mini-réseaux éoliens, solaires, hydrauliques. Alors, après avoir bien évidemment, alors il pose la question retourne sur la possibilité de mettre des mini-réseaux qui font, qui intègrent le solaire, l'éolien et l'hydraulique en même temps. C'est ça la question. Donc, Plusieurs sources. Oui, pour le cas du Bénin, oui, c'est possible. J'ai participé à une étude l'année passée sur l'Atlas Énergie au Bénin. Et pour l'éolien, on sait qu'il y a un potentiel qui n'est pas faible, qui n'est pas négligeable du côté donc du sud des côtes, en allant vers Grand Popo. Donc, si vous êtes dans cette zone-là, vous pouvez utiliser euh, un système hybride solaire-éolien. Mais en dehors de cette zone, le potentiel que nous avons pour la région du pays, le potentiel est relativement faible pour ce qui concerne l'éolien. Pour ce qui concerne l'hydroélectricité, nous avons des cours d'eau aussi qui peuvent être exploités. On peut aussi aller vers la constitution des steppes. Maintenant, la question c'est, est-ce que ce sera rentable? Sur la possibilité, oui, techniquement c'est possible. Mais est-ce que ce sera rentable? Ça, c'est une étude qui va nous le dire. Merci. effectivement, donc cette réponse-là, la réponse, elle est, effectivement, c'est une question ouverte qui dépend du site, du lieu, de ce nombre de paramètres. Mais théoriquement, comme il l'a dit, le docteur, oui. Alors, il y a une question qui demande, alors, ce site produit peut alimenter, enfin, ce site de production peut alimenter combien de domiciles ou de structures? Alors, ça, je me permets d'y répondre parce que, posé comme ça, quand vous dites domicile, structure, ben, voilà, ici, on produit de l'énergie pour couvrir des charges. Il faut juste rappeler qu'ici, c'était pour un village communautaire qui est le site de Shanghai que vous pouvez retrouver sur Internet. C'est un village vraiment communautaire où il y a un certain nombre d'activités qui est un village en miniature, si vous voulez. Donc, de ce point de vue, et ici, il ne s'agissait pas de couvrir tout le besoin, comme il l'a dit le professeur Alain au départ. On a essayé de couvrir 25% du besoin énergétique. Donc, il faut plutôt raisonner en termes de besoins. Mais quand vous posez la question sur domicile et de structure, voilà. La question n'est pas. Voilà. En tout cas, voilà, s'il y a quelque chose qui. C'est comme ça que je vois la réponse à cette question. Alors, quelqu'un, il y a une question sur est-ce qu'il y a une comparaison entre les études théoriques avec les prédimensionnements et les résultats fournis par Homer? Si oui, quelles sont les conclusions qui ont été tirées de cette étude comparative? Bon, Je ne sais pas si on a la même compréhension de cette question-là, mais est-ce que cette question ne se réfère pas à l'outil MemoGrid, ouais, entre c'est MemoGrid et puis Homer? peut-être un chercheur qui pose cette question. Pour même au grid, Bah, c'est. alors peut-être, en fait, moi je pense qu'il pose quand même, je pense, bien la question en disant qu'on a un dimensionnement manuel et on a des Ok, d'accord. dimensionnements logiciels. Mais je pense qu'il ne faut pas le voir ici comme, en fait, comparer un prédimensionnement et des dimensionnements, en fait, de type Homer ou truc. Parce que le dimensionnement, disons, manuel ici, il faut le prendre comme ce qu'on appelle un prédimensionnement, qui permet sur la base des configurations, effectivement, de profil de charge et de la ressource disponible, de sortir en prédimensionnement une configuration technique. Et quand vous utilisez des logiciels comme Homer ou des logiciels comme MemoGrid, ça, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation. C'est-à-dire que vous essayez de faire une étude de sensibilité, en fait. Généralement, on l'utilise pour pouvoir chercher quelles sont les différentes possibilités. Qu'est-ce qu'on a effectivement si on donne des contraintes techniques, on donne des contraintes économiques et même des contraintes environnementales. Qu'est-ce que nous proposons effectivement pour avoir des prix de kilowattheure les plus intéressants? Donc, des outils comme Homer et autres, c'est des outils d'optimisation. Ils optimisent effectivement l'installation. Ils donnent des critères, des outils à la décision. Et après, maintenant, ben, celui qui va décider, ce qu'ils appellent decision maker, il va lui effectivement se mettre en fait le curseur quelque part là où il veut ou là où il est d'accord sur le prix du kilowattheure. Mais ce n'est pas, disons, une opposition ou bien une vérification entre le prédimensionnement et le dimensionnement. Si je peux peut-être donner un peu de clarification. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, très rapidement, là, il ne nous reste que 5 petites minutes, hein.
On va faire rapidement. Alors, quelqu'un pose la question sur le projet Léopard. Est-ce qu'il finance des projets entrepreneuriaux hors de la zone géographique? Exemple, si on est en Afrique centrale, si on est en Afrique centrale ou de l'Est, voilà, la réponse est non. C'est-à-dire que le projet Léopard, il y a plusieurs volets. Il y a le volet production d'énergie de mini-réseaux. Il y a le volet renforcement de capacité qui nous réunit aujourd'hui. Il y a le volet recherche, vulgarisation des résultats relatifs à tous les aspects du projet. Et j'en passe, peut-être que le professeur Kébé ou le professeur Rachid peuvent compléter, mais en tout cas, le financement de projets entrepreneuriels n'est pas un objectif à ce stade du projet. Non, il faut dire juste non, parce que c'est pas un projet qui peut financer, c'est un projet plutôt qui a reçu de l'argent de l'Union européenne et qui en fait permet de faire un certain nombre de tâches et de livrables. Donc, si ce qu'on peut, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est partager effectivement avec la communauté des éléments tels qu'effectivement le renforcement de capacité, mais tout effectivement des éléments qui vont être sortis de ce élément-là, qui vont être des kits, ça qui est un peu la possibilité. Mais c'est pas un projet qui a une vocation de refinancer ou de financer notre partenaire. Voilà, je pense que globalement, c'est ça. Le reste des questions portent sur la disponibilité des enregistrements. Je pense que M. Kébé a répondu. L'enregistrement sera partagé dans la semaine, forcément, comme d'habitude. Il y a une question pour terminer, juste peut-être, qui demande, enfin, qui rappelle effectivement le caractère payant du logiciel EMER et qui pose la question: quelle méthode d'optimisation multicritère conseillez-vous pour des études numériques plus adaptées? Je veux dire, il parle de gratuité certainement par rapport C'est ça, au caractère payant de EMER. c'est ça. Peut-être je peux me plonger par rapport à cette question parce qu'il a mis un peu sur le chat. Alors, en fait, vous avez la possibilité, mais tout dépend. Si vous faites de la recherche, si vous utilisez des logiciels comme MATLAB, vous pouvez aussi faire la même chose qu'on a fait parce qu'on a ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Ben, les algorithmes génétiques, aujourd'hui, si vous avez MATLAB, ou bien si vous avez des trucs, vous avez la possibilité de pouvoir coder et de développer un peu vous-même votre code, en fait, et de pouvoir en fait faire ce travail. Maintenant, ça demande des compétences de recherche, ça demande des compétences de trucs. Donc, aujourd'hui, en tout cas, c'est des choses qui sont possibles. C'est pourquoi les initiatives, en tout cas, de créer soi-même en Afrique des logiciels et puis de pouvoir les faire porter par des structures comme ECRE, pour moi, c'est des choses qu'il faudrait arriver un peu à mettre sur la table parce que sinon, on va être dépendant toujours de ces logiciels. C'est possible, mais il faut des outils, il faut partager. Tout dépend en fait du profil de la personne qui le fait. Si c'est une personne qui est en recherche, il peut le faire en utilisant des algogènes. Ben, il y a ce qu'on appelle disons, de la programmation qu'il faut faire. Babacar, donc, je Voilà, comprends, merci c'est beaucoup. fini. Alors, je pense avoir fait le tour, hein, donc l'essentiel des questions. Donc, Mhm, nous sommes dans le timing, compte tenu des contraintes de temps que nous avons aujourd'hui. Je c'est pense ça. que donc, moi, je m'en arrête là et je vous rends la main. Alors, il y a une petite dernière question, je ne sais pas ce que c'est, mais Mhm, c'est alors, quoi? Si on peut le regarder rapidement. comme j'ai dit, on a 2 minutes encore. Alors, j'ai posé cette question sur les méthodes numériques car je travaille avec Python effectivement pour développer des modèles. Oui, il y a, comme l'a dit le professeur Kébé, il y a tout un tas. Alors, il faut savoir faut savoir quel est le public qui est ciblé. Parce que là, on parle d'outils, enfin, prêts à l'emploi. Parce que là, M. Kébé parle d'algorithmes qui sont beaucoup plus élaborés. Effectivement, là, je pense que c'est un chercheur qui parle, qui dit qu'il a développé donc qui travaillent sur Python et donc ils développent des méthodes numériques. Très bien, je pense qu'il y a moyen de nous envoyer. Si vous voulez collaborer sur cet aspect, il y a moyen de le faire. Mais ici, on va parler plus des outils déjà développés qui sont utiles pour des gens qui ne sont pas forcément d'un niveau très avancé dans le domaine de la recherche, je pense. C'est ça. Voilà, OK, donc on peut en débattre par mail. Je merci vais beaucoup. envoyer le mail. D'accord. OK, Félicitations merci encore. Babacar. Merci en tout cas pour la collecte de ces questions hein, qui sont très riches. En tout cas, je commencerai d'abord par remercier Ahmed, professeur Ahmed Rachid, pour en tout cas cette introduction sur le projet Léopard. Alain, effectivement, pour avoir conduit effectivement la présentation donc, de ce webinaire aujourd'hui. Et Babacar aussi, qui était de la partie. Laura n'est pas là, mais elle a organisé un peu tout ce travail, effectivement, de collecte, en tout cas, de ces inscriptions. Ben, c'est elle-même, effectivement, qui va revenir vers vous pour vous présenter un peu dans disons, les enregistrements. Et puis, il faut savoir que
in fine, ben, là où vous allez trouver les enregistrements, tous les enregistrements, tous les webinaires qui sont faits, ben, sont sur le site effectivement de MEB. On s'attachera pour lui donner la bonne information pour qu'ils puissent mettre même tous les liens effectivement des anciens webinaires. Alors, en tout cas, merci aussi pour votre participation, pour votre temps. Et donc, pour apprécier, quand même, on a été autour de 350 personnes, ça veut dire qu'il y a de l'engouement et de l'intérêt. Alors, juste pour terminer, je pourrais vous annoncer que toujours, il faut suivre effectivement, comme vous êtes à la base de données, Laura, qui va effectivement partager avec vous, parce qu'il nous reste 2 webinaires dans cette série, en tout cas, de formation sur les mini-grids. Nous allons aborder effectivement toute la partie installation maintenant des mini-grids, une fois qu'on a discuté avec vous sur le dimensionnement, qui va couvrir effectivement l'ensemble, disons, des étapes de dimensionnement depuis le procurement jusqu'à l'installation complète, mais en s'attention effectivement sur les aspects de sécurité et normes dans les installations de ces mini-grids. Et aussi, en tout cas, pour finir, toute la partie maintenance curative, maintenance préventive de ces mini-grids, et surtout avec maintenant cette approche qui a été développée un peu dans le cadre de ce projet, qui a été un peu le travail du CTDS, comment effectivement diagnostiquer, faire ce qu'on appelle, disons, de l'inspection au niveau de ces mini-grids, sortir un peu tous ces éléments qui nous permettent de pouvoir effectivement sécuriser ces installations de mini-grids, parce que ces mini-grids sont très importants pour la zone ouest africaine, parce que ça fait partie des 3 voies que la zone est africaine, à travers ECRE, a choisi pour faire l'accès universel à l'énergie. Encore une fois, merci en tout cas à vous tous pour votre participation. Merci en tout cas, et on va vous envoyer assez rapidement effectivement cet enregistrement par le biais effectivement de partenaire MED. Merci Ahmed, si tu veux donner un mot de clôture ou de fermeture. D'accord, ben merci beaucoup pour tous les intervenants et les participants. Je signale juste que le prochain webinaire aura lieu le 24 avril de 14h30 à 16h, c'est-à-dire le même créneau qu'aujourd'hui, sur la mise en œuvre des mini-grids. Donc vous recevrez, donc je mets ça dans le chat pour inscrire dans votre agenda. Et donc vous êtes le bienvenu. Et merci beaucoup encore, professeur Fadel. Merci Ahmed. On se dit donc à vous tous, merci, et on prend rendez-vous, comme l'a dit Ahmed, donc en avril pour pouvoir en fait parler maintenant de la mise en œuvre, l'installation de ces mini-grids. À très bientôt à tous, et puis bonne fin de journée. Bonne fin de journée aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, le merci. Merci, au revoir.